Une fiche relativement petite en carton. Il y a de l'écriture tapée à la machine ainsi que de l'écriture manuscrite. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est une fiche nominale de l'Agence internationale des prisonniers de guerre du CICR et elle concerne, à ce qu'on peut lire, le lieutenant Gregory Miles S. Cette fiche fait référence à une demande de la famille Gregory au 59 Ashley Gardens à Westminster à Londres. Elle fait mention de ce lieutenant Miles Gregory, un aviateur pour la RAF qui pilotait un avion Dolphin, un biplan monoplace, et il est visiblement porté disparu. On voit la mention missing. Il est porté disparu le 11 août 1918. Je m'appelle Valérie Hachemi, je suis archiviste au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge. Que s'est-il passé le 11 août 1918 ? La famille de l'aviateur aimerait le savoir. Elle aimerait savoir surtout si le jeune homme est toujours vivant. Elle contacte le CICR qui lance des recherches. L'Agence internationale des prisonniers de guerre, mise en place par le CICR au début du conflit, avait alors pour rôle de centraliser les informations concernant les prisonniers, les internés civils ou encore les populations déplacées. Au 23 août 1918, il y a un téléphone à Londres aux autorités britanniques et ils répondent qu'ils n'ont pas encore de nouvelles. Ils doivent encore déterminer le lieu de la disparition. Le 2 septembre 1918, on voit qu'une enquête a été entreprise, qu'une réponse de la RAF est parvenue. Le lieu de la disparition serait la France. Il y a ensuite une mention qu'une information serait venue des autorités allemandes de Francfort, que le lieutenant Gregory serait mort, aurait été abattu. Mais c'est une communication à vérifier, c'est pas une information encore établie. Et ainsi, on voit un tampon des collègues de l'Agence internationale des prisonniers de guerre qui ont mis « ne pas communiquer », donc ne pas encore communiquer cette information à la famille. Il y a une autre fiche dans ce fond qui indique en fin 1918 et 1919 des informations qui confirment en effet la mort du lieutenant Miles Gregory et qui ensuite a été communiquée à différents membres de la famille. Cette famille, justement, Valérie Hachemi en fait partie. Ce jeune aviateur de la Première Guerre mondiale, c'est le petit frère de la mère de mon grand-père. C'est donc l'oncle de mon grand-père. Cette femme, Elisabeth Gregory, a été absolument dévastée de perdre son petit frère qui avait à peine 20 ans. Elle n'avait pas encore d'enfant, mais le 3 janvier 1920, elle a eu son premier garçon et elle l'a nommé Miles. C'est mon grand-père. Mon frère a eu un garçon et lui a aussi donné le nom Miles. L'histoire assez tragique et dramatique de la destinée de ce jeune homme, on la connaissait dans la famille. Ça a été absolument enrichi lors du décès de mes grands-parents, où nous avons retrouvé dans leur cave beaucoup d'objets qui appartenaient à ce lieutenant, son carnet de bord où on voyait la note de sa dernière mission, l'avis justement de décès des autorités britanniques, un peigne, une petite Bible. Alors Valérie Hachemi a l'idée d'en chercher davantage. Je travaille dans les archives du CICR justement depuis plusieurs années. Je fais des recherches quotidienne dans ces archives. C'est vrai qu'un jour, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, il devrait sûrement y avoir une mention de lui dans ces archives. Et évidemment que ça m'a fait une belle impression de trouver cette fiche, mais quelque part, ça ne me surprend pas. Ça reflète ce que faisaient des millions de familles durant cette guerre. Ça permet aussi de se sentir connecté, non seulement dans mon passé et de mes ancêtres, mais avec la destinée de millions de personnes, de près ou de loin. Finalement, on peut tous être touchés encore aujourd'hui et dans le passé. L'arrière-petite-nièce est heureuse de pouvoir remonter le fil, elle qui se trouve aux premières loges de ces précieuses archives. Ce qu'elle découvre, c'est le dossier numérisé de son ancêtre. Mais lorsqu'elle cherche la fiche physique, surprise, elle ne la voit nulle part. Une partie de ces archives de l'Agence internationale des prisonniers de guerre du CICR est entreposée, exposée ici au Musée international de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Donc, dans tous les cas, c'était possible que la fiche en question ne soit pas dans la sélection de fichiers qui se trouvent ici. L'autre partie se trouve dans les archives du CICR. Il y a malheureusement aussi une partie qui a été détruite lors de la numérisation
de ces fiches. C'est assez déplorable. Normalement, aujourd'hui, on ne détruirait pas les originaux. La numérisation s'est passée entre 2010 et 2014 pour le centenaire de la Grande Guerre. La fiche de Gregory Miles a donc probablement été détruite. Il en existait en réalité deux au nom du jeune soldat, l'une attachée au service britannique, son armée, l'autre au fichier américain, sa nationalité. Les archives comptent entre 5 et 6 millions de Bristol uniquement pour la Première Guerre mondiale. C'est que l'agence recevait 15 000 à 30 000 informations par jour qu'elle devait inscrire sur des cartes puis classer. Le 21 août 1914, l'agence a commencé avec 7 personnes dans un bureau, mais avec une flexibilité qu'on peut vraiment admirer aujourd'hui parce que juste en quelques mois, ils étaient tout d'un coup 1200 collaborateurs, collaboratrices. Il y avait en plus de ça des centaines de volontaires à Genève, mais aussi partout en Suisse. Les locaux étaient en fait le musée Rath au centre de Genève, avec plusieurs appartements autour, différentes sections, les gens qui vont recevoir le courrier, qui vont l'ouvrir, les gens qui vont taper à la machine les cartes, les sections nationales, diviser ce musée Rath de manière efficace. C'est absolument extraordinaire. Et c'est une collègue, Madame Frick-Kramer, qui notamment a écrit en fait le manuel de gestion de l'information, manuel d'organisation d'une agence de recherche pendant cette première guerre qui a été utilisée pour la Deuxième Guerre mondiale et puis en fait encore aujourd'hui. Une fourmilière à l'organisation implacable. La méthode de sa fondatrice, Marguerite Frick-Kramer, consiste à canaliser les informations selon la nationalité des prisonniers. Chacun de ces services nationaux répertorie ensuite ses renseignements par ordre alphabétique dans un fichier central. Les prisonniers et internés ainsi bénéficient généralement d'une première fiche qui mentionne les informations principales et les autres fiches, les lettres des proches, les réponses envoyées par les autorités, etc. Le système perdure lors des conflits suivants pour atteindre plus de 36 millions de cartes pour la Deuxième Guerre mondiale. Si l'Agence internationale des prisonniers de guerre marque une étape cruciale dans le rôle du CICR, elle a été précédée par une première agence à Bâle durant la guerre franco-prusse des années 1870-1871. Une autre suivra à Belgrade pour les guerres balkaniques de 1912-1913. En théorie, ces agences ne devaient que vivre le temps du conflit en question. Mais la réalité était telle que ces besoins de rétablir le lien entre les personnes peut aller au-delà d'une armistice ou d'une date précise. Donc même entre les deux guerres, les activités de l'agence ont continué. Le service pour la guerre d'Espagne, par exemple, a été très important et c'est aujourd'hui encore des archives très importantes. L'agence, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est appelé Agence centrale des prisonniers de guerre. Et c'est qu'en 1960 que le statut a vraiment été rectifié et que c'est devenu une entité permanente du CICR, l'Agence centrale de recherche. À partir de 1960, l'agence en tant que telle s'est vraiment décentralisée et il y a ce qu'on appelle un bureau agence dans chaque contexte où le CICR travaille s'il y a des besoins de rétablissement du lien. Les méthodes que les personnes ont de se retrouver et de rester en communication changent, donc l'agence doit vraiment intégrer toutes ces méthodes, mais en ayant toujours cette proximité des personnes sur le terrain et aussi avec les volontaires des sociétés nationales Croix-Rouge parce qu'il y a encore des contextes où les personnes n'ont justement pas de moyens pour rester en contact et on peut utiliser les messages Croix-Rouge comme dans le temps et on peut visiter un détenu, apporter une nouvelle à la famille directement. Donc c'est vraiment une superposition de toutes ces méthodes. Et l'Agence centrale de recherche continue à œuvrer aujourd'hui, bien au-delà des conflits armés. Aussi les désastres naturels, la migration, c'est un travail qui est fait en étroite collaboration avec les sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge, les sociétés nationales. On voit une action après le tremblement de terre en Syrie et en Turquie, une action de rétablissement des liens familiaux. On voit une action suite aux terribles noyades dans la Méditerranée avec des migrants. En plus, évidemment, des conflits, du conflit en Ukraine, un conflit international avec des prisonniers de guerre. On essaye d'aider les familles dans toutes sortes d'actions, l'assistance évidemment, mais aussi de pallier à ces souffrances morales, de ne pas savoir le sort de nos proches. C'est quelque chose d'essentiel, autant que boire, manger, d'avoir un toit ou d'avoir accès aux services médicaux, c'est absolument essentiel d'avoir ce lien familial.
Il revient aux délégations de décider du moment où leur matériel doit être archivé. Cela prend parfois des décennies. Le dernier fonds versé a été celui du Zimbabwe. Les archives du CICR sont privées, mais leur confidentialité est de 50 ans pour les archives générales et 70 ans pour les dossiers individuels, sauf pour les personnes directement concernées. Le site grandeguerre.icrc.org permet les recherches sur la Première Guerre mondiale et le blog Crossfiles, lui, offre une plongée générale dans les archives. La numérisation de ces archives a permis un accès encore plus large à toute cette information qui permet aux familles, aux descendants et au grand public intéressé de faire des recherches eux-mêmes sur le site. Et ils ont aussi la possibilité de nous envoyer des questions. On reçoit à peu près jusqu'à 2500 demandes par année, pas seulement pour cette Première Guerre mondiale. L'intérêt ne fait que grandir. Les personnes concernées, la plupart des prisonniers de guerre ou des internés civils, même s'ils ont survécu à leur expérience, et pour beaucoup, ils sont retournés à la maison, ils ont continué leur vie, ils n'auront pas partagé, pour la plupart, cette expérience. C'est vraiment après leur décès que nous recevons vraiment des milliers de demandes. Des enfants, des petits-enfants. On est une source parmi d'autres, une pièce du puzzle parmi d'autres que les familles essaient de reconstituer. Mais dans beaucoup de cas, vraiment, nous avons beaucoup d'informations sur le parcours de ces prisonniers de guerre, leurs dates et lieux de capture, les différents camps où ils ont pu aller, s'ils étaient blessés dans différents hôpitaux, s'ils ont été rapatriés. C'est une énorme souffrance que ces archives reflètent. L'UNESCO les a reconnus comme patrimoine mondial, héritage de cette mémoire. Cet héritage extrêmement touchant, on peut l'observer en partie au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces milliers de boîtes alignées, serrées les unes contre les autres, par ordre alphabétique et flanquées d'étiquettes à l'écriture soignée. Ces fiches qui disent l'inquiétude des familles, qui racontent le destin de millions d'hommes, parmi lesquels Charles de Gaulle, Alphonse Cherpillon, Jules Collin, des hommes qui ont peut-être croisé Gregory Miles. Et dans le prochain épisode, vous suivrez avec nous la piste d'un objet offert par un roi.